À travers le Royaume-Uni se déploie l'histoire d'un avion qui, sans jamais revendiquer la première place de l'industrie, a pourtant laissé une empreinte indélébile dans les annales de l'aviation. Le Vickers VC-10 était un avion de ligne à fuselage étroit et à long rayon d'action, produit par le conglomérat britannique Vickers Armstrong au début des années 60. Parmi les avions de ligne les plus sophistiqués techniquement de son époque, cet appareil appartenait à une catégorie rare, celle des jets propulsés par 4 moteurs montés à l'arrière du fuselage, aux côtés de l'Ilyushin Il-62 soviétique et du plus petit Lockheed Jetstar. Pour saisir les origines de cette conception, il faut remonter quelques décennies plus tôt. L'aviation britannique a toujours eu un poids considérable dans l'industrie, et à la fin des années 40, cette puissance était manifeste. La Grande-Bretagne fut la première nation à présenter au monde une classe de motorisation véritablement inédite. Le de Havilland Comet a gagné sa place en tant que premier avion de ligne à réaction de l'histoire, et le Vickers Viscount lui a emboîté le pas en tant que premier turbopropulseur. La tragédie a certes accompagné cette révolution, mais personne ne pouvait nier la capacité d'ingénierie brute qui la sous-tendait. Vickers Armstrong elle-même remontait aux années 20, issue d'une fusion entre Vickers et Armstrong Whitworth. C'est cette entreprise qui fit voler le Viscount turbopropulseur original en 1948 et l'appareil s'avéra être un véritable succès, avec 445 unités livrées au total. Vers la fin des années 50, un grand frère le suivit, le Vickers Vanguard, dont les performances rivalisaient grosso modo avec celles du Lockheed Electra, bien que cette fois, la popularité ne se concrétisa jamais vraiment. Les contrats militaires maintinrent l'entreprise tout aussi occupée durant cette période. Leur plus grand succès dans ce domaine fut le Vickers Valiant, l'un des 3 légendaires bombardiers en V de la Grande-Bretagne, et cet appareil devint le point de départ inattendu de ce qui allait finalement devenir le principal projet civil de Vickers. En 1951, au moment même où le Valiant effectuait son premier vol, les autorités britanniques émirent une demande: construire un avion de transport tirant les leçons de ce programme de bombardier. Les fonctionnaires voulaient quelque chose de véritablement polyvalent, un transporteur à long rayon d'action capable d'une adaptation civile qui puisse s'appuyer sur le succès initial du Comet. Les catastrophes qui allaient finir par anéantir ce succès n'avaient pas encore eu lieu. La Royal Air Force commanda la version transport, tandis que la BOAC exprima son intérêt pour une variante civile. En 1952, Vickers remporta des contrats pour construire des prototypes des 2 versions, désignés V1000 pour l'armée et Vickers Commercial VC7 pour un usage civil. Les progrès s'enlisèrent presque immédiatement toutefois, sous le poids d'exigences de recherche colossales et la nécessité d'un moteur entièrement nouveau, les moteurs Avon utilisés sur le bombardier ne convenant tout simplement pas à cette application. L'assemblage du prototype commença finalement en 1955, au moment où des coupes budgétaires poussèrent l'armée de l'air à abandonner entièrement l'appareil. Vickers chercha des financements alternatifs sans succès, et la BOAC refusa de prendre le projet à sa seule charge. Le programme s'éteignit là. Rétrospectivement, la décision de la BOAC avait du sens. Les compagnies aériennes étaient sur le point d'accéder à des jets plus rapides et plus efficaces, tandis que cette conception nationale créait de sérieux maux de tête opérationnels, sapant la compétitivité de la compagnie. Pour couronner le tout, les catastrophes du Comet et l'immobilisation au sol qui s'ensuivit avaient déjà coûté à la BOAC une part substantielle de sa flotte, ainsi que des dommages importants à sa réputation. Finalement, la BOAC passa commande du Boeing 707 à la place. Même cette solution présentait des complications. Les réseaux de routes britanniques dépendaient fortement des vols vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Or, l'avion de Boeing s'avérait trop grand, trop exigeant en matière d'infrastructure et mal adapté au climat chaud et aux aéroports en altitude. L'Europe et l'Amérique du Nord ne posaient aucun problème. L'Orient, c'était une toute autre affaire. Il devint évident que ni Boeing ni Douglas ne pouvaient offrir une réponse adéquate. Aussi, les constructeurs britanniques décidèrent-ils de résoudre le problème eux-mêmes. Les propositions affluaient de tous les grands constructeurs, mais le concept de Vickers se distingua comme véritablement convaincant. Au moment où les travaux de développement sérieux commencèrent,
Les ingénieurs comprenaient déjà exactement ce dont la BOAC avait besoin. Et ce n'était pas une mince affaire. L'exigence portait sur un avion de ligne à long rayon d'action substantiel, capable de concurrencer économiquement les jets phares américains, tout en restant bien plus flexible sur le plan opérationnel et mieux adapté aux conditions exigeantes. Les applications militaires potentielles étaient également prises en compte dans la réflexion. Ces exigences ont façonné la conception qui allait devenir le Vickers Commercial VC-10. Compte tenu du trafic attendu sur les routes que cet appareil desservirait, construire quelque chose d'aussi massif que les fleurons de Boeing ou de Douglas n'avait guère de sens. Les planificateurs visaient environ 150 passagers, soit 20 à 30 de moins que les conceptions américaines comparables. Les exigences restantes s'avérèrent exigeantes d'une part, mais étrangement familières d'autre part. Des aviateurs, juste de l'autre côté de la Manche, avaient déjà abordé des problèmes similaires. La Caravelle de la Sud Aviation française avait été construite pour des conditions comparables, conçue spécifiquement pour opérer en Afrique et au Moyen-Orient. Cet appareil était considérablement plus petit que ce que la Grande-Bretagne exigeait désormais, mais le concept sous-jacent se traduisait bien. Les ingénieurs adoptèrent la formule de base. Une aile basse et en flèche, associée à des moteurs montés à l'arrière du fuselage. À partir de là, les spécificités divergèrent nettement. 2 moteurs avaient parfaitement convenu à la Caravelle, mais ici, 4 devinrent non négociables, les exigences de rapport poussée/poids l'imposant purement et simplement. Les placements alternatifs ne fonctionnaient pas non plus. Enfouir les moteurs à l'intérieur de l'aile était déjà considéré comme inefficace, et les monter sur des pylônes sous les ailes entraînait ses propres problèmes. Un réel danger lors des opérations depuis des aérodromes de mauvaise qualité et un espace de dégagement insuffisant. Personne ne voulait rehausser l'appareil davantage du sol, ce qui aurait impliqué de renforcer encore un train d'atterrissage qui nécessitait déjà d'être consolidé. Les ingénieurs revinrent donc à une configuration à 4 moteurs montés à l'arrière, prometteuse en théorie, bien que personne n'eût jamais construit quelque chose de similaire auparavant. Heureusement, les moteurs eux-mêmes prenaient déjà forme. Les travaux antérieurs de Rolls-Royce sur le programme V1000 évoluèrent directement pour donner naissance aux nouveaux moteurs Conway, les premiers turbofans de Grande-Bretagne. Produisant environ 100 kN de poussée, ces moteurs offraient une puissance solide ainsi qu'une réelle efficacité énergétique. Et de nouveaux mécanismes d'inverseurs de poussée ajoutaient une flexibilité bienvenue sur les aérodromes plus petits. La disposition à 4 moteurs montés à l'arrière, malgré les exigences de renforcement structurel et d'éléments de conception supplémentaires, s'avéra finalement très réussie. La poussée combinée de ces moteurs, associée aux qualités intrinsèques de la cellule, permettait des vitesses de croisière allant jusqu'à 480 nœuds, soit environ 900 km/h, à des altitudes avoisinant les 13 km, environ 13 100 mètres. Ces chiffres n'étaient pas particulièrement remarquables pour l'époque, mais l'autonomie racontait une toute autre histoire. Jusqu'à environ 8050 km. Même les 2 jets phares dominants de l'Amérique n'avaient pas encore maîtrisé des distances aussi ambitieuses. Entretenir les moteurs dans cette configuration s'avéra plus délicat que de s'occuper d'unités individuelles en nacelle, bien que considérablement plus facile que tout ce qui était enfoui dans la structure de l'aile elle-même. En parlant de l'aile, un avantage majeur des moteurs montés à l'arrière était l'obtention d'une efficacité aérodynamique exceptionnelle, la surface de l'aile étant totalement exempte de tout équipement perturbateur. Les ingénieurs de Vickers ont déployé d'énormes efforts pour relever ce défi, travaillant aux côtés de plusieurs centres de recherche nationaux pour développer une conception optimale, capable de maintenir à la fois de faibles vitesses de décollage et d'atterrissage, ainsi que de solides performances en croisière. Ils réussirent leur pari. L'envergure finale mesurait environ 44,50 mètres, couvrant une superficie d'environ 264,9 mètres carrés. Cette aile propre et en flèche générait une portance suffisante sur tous les régimes de vol, et son profil aérodynamique comptait parmi les plus avancés disponibles pour les appareils de cette catégorie à l'époque. Au-delà des dimensions brutes, l'aile intégrait une mécanisation remarquablement sophistiquée. De grands volets de type Fowler s'étendaient depuis la surface de l'aile, augmentant considérablement la portance.
Le bord d'attaque était équipé de becs de bord d'attaque, courant sur presque toute sa longueur, tandis que 3 spoilers contrôlables individuellement se trouvaient sur chaque aile, ajoutant de la flexibilité aussi bien en vol qu'à l'atterrissage. La conception de l'empennage exigeait une attention égale. Les ingénieurs dotèrent l'appareil d'un empennage en T doté d'un stabilisateur horizontal nettement en flèche, une configuration qui nécessitait un renforcement hydraulique considérable, mais qui offrait une maniabilité réellement améliorée aux vitesses minimales. Le train d'atterrissage présentait son propre lot de défis, étant donné l'exigence de résister à des pistes accidentées et de mauvaise qualité. La configuration finale suivait un arrangement conventionnel à 3 points, bien qu'avec des jambes remarquablement courtes, ce qui maintenait l'appareil près du sol et réduisait le risque lié aux charges latérales. 2 roues soutenaient le train avant, tandis que 4 roues portaient chaque jambe du train principal. Ces roues elles-mêmes étaient exceptionnellement grandes, fonctionnant à une pression légèrement réduite, ce qui améliorait leur capacité à absorber les terrains difficiles, en somme, conçus pour des conditions tout-terrain en termes d'aviation. Un véritable avantage du VC-10 par rapport aux conceptions comparables était sa résistance aux incidents de touche de queue obtenus en déplaçant le train d'atterrissage principal vers l'arrière. Cela nécessita des modifications de l'empennage, mais protégea efficacement l'appareil de ce mode de défaillant particulier. Des touches de queue se produisaient encore occasionnellement, bien que généralement attribuées à des erreurs de manipulation au sol plutôt qu'à des défauts de conception. Grâce à ces solutions d'ingénierie, combinées à un rapport poussée-poids impressionnant, cet avion de ligne de 150 tonnes pouvait opérer depuis des pistes aussi courtes qu'environ 2500 mètres, alors que les jets long courriers comparables de cette époque nécessitaient généralement des pistes d'environ 460 mètres plus longues. L'avionique représentait la plus grande fierté de Vickers sur ce programme. Le système de contrôle de vol figurait parmi les plus sophistiqués et les plus avancés au monde, intégrant un pilote automatique très élaboré, capable d'atterrissage guidé aux instruments par mauvais temps, progressant finalement vers des atterrissages entièrement automatiques. Atteindre cela nécessitait une architecture de contrôle véritablement complexe, un système hydraulique dupliqué avec des connexions moteurs indépendantes et une utilisation extensive de servocommandes hydrauliques. Cette complexité, bien qu'exigeante en termes d'ingénierie, simplifiait en fait considérablement les tâches de pilotage, gérables confortablement par un équipage de 4 personnes, 2 pilotes, un navigateur et un mécanicien navigant. Vickers avait manifestement pris très au sérieux le défi des opérations par tous les temps. Le fuselage lui-même avait une section transversale ovale, dont les dimensions s'inscrivaient confortablement dans les conventions des avions à fuselage étroit. En termes de largeur, il ne différait guère de ses contemporains comme le Boeing 707, le DC-8 ou l'Ilyushin et L-62. La capacité en passagers variait considérablement selon les variantes. Les premiers modèles pouvaient accueillir jusqu'à 151 passagers en densité maximale et généralement 109 en configuration standard à 2 classes. Une fois le Super VC-10 arrivé, ces chiffres sont passés à 139 en configuration à 2 classes et 174 en capacité maximale. L'aménagement de la cabine suivait la pratique conventionnelle, 4 ou 6 sièges par rangée, séparés par une seule allée. Malgré les défis d'ingénierie impliqués, cet appareil restait véritablement prometteur. La BOAC passa commande de 25 unités, destinées spécifiquement aux destinations exigeantes. Pourtant, même pendant la préparation des essais en vol, les conditions du marché avaient déjà commencé à évoluer sous les pieds du programme. Le trafic passager et la demande globale en aviation montaient en flèche, et des réseaux de routes basés sur des hubs émergeaient. 2 tendances poussant les compagnies aériennes vers des appareils de plus grande capacité. Vickers reconnut ce changement tôt, et même en finalisant la conception de base, le travail avait déjà commencé sur une variante étendue, le Super 200, doté d'un fuselage allongé, de moteurs plus puissants et d'une capacité atteignant 212 passagers. Cette version était destinée à concurrencer directement les nouvelles variantes du Boeing 707 qui captaient déjà des parts de marché. Développer simultanément un avion complexe et son dérivé épuisait rapidement les ressources de l'entreprise.
forçant finalement Vickers à rechercher le soutien du gouvernement. Les conditions s'améliorèrent quelque peu, bien que le concept ambitieux du Super 200 nécessita une simplification significative. Ce qui émergea à la place furent deux variantes de production. Le VC-10 standard, désigné type 1100, pouvant accueillir jusqu'à 151 passagers, et le Super VC-10 allongé, type 1150, pouvant accueillir jusqu'à 174. Finalement, en juin 1962, le prototype du VC-10 acheva son vol inaugural. 3 appareils d'essai effectuèrent des centaines de sorties combinées pendant la campagne de certification, avec de nombreuses modifications de conception introduites en cours de route. La certification traîna en longueur jusqu'en 1964, date à laquelle les opérations commerciales débutèrent enfin. Presque immédiatement, un facteur entièrement distinct commença à peser sur le VC-10 nouvellement lancé, la décolonisation. L'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, selon la fameuse expression, réduisait progressivement ses possessions coloniales. Ironiquement, Vickers avait conçu cet appareil principalement pour des routes desservant des territoires en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et la demande pour précisément ces routes diminuait désormais fortement. La BOAC n'avait tout simplement plus besoin d'une grande flotte de VC-10. La demande réduite pour les routes orientales a également largement réorienté les priorités des compagnies aériennes, les transporteurs se concentrant désormais sur l'expansion de leur présence en Europe et sur les marchés transatlantiques, un territoire où les grands avions de ligne américains, déjà affinés par de multiples itérations de conception, offraient des performances considérablement meilleures. De plus, la plupart des destinations bénéficiaient désormais d'infrastructures aéroportuaires améliorées, érodant tous les avantages opérationnels que le VC-10 avait initialement offerts. Les coûts d'exploitation du VC-10 finirent par dépasser ceux des jets américains plus exigeants, mais de plus grande capacité, des appareils dont la popularité même facilitait souvent les opérations en pratique. Par conséquent, la BOAC, principal client de l'avion, exprima sa préférence pour le Boeing 707 de manière univoque. Face aux plaintes, la réponse de la compagnie fut sans ambages. Elle gérait une entreprise commerciale, pas une œuvre de charité, et si Vickers voulait une réelle compétitivité sur le marché, l'appareil devait être amélioré. L'ironie de la situation était profonde, car la plupart des spécifications qui s'avéraient désormais peu pratiques avaient été initialement définies précisément selon les exigences mêmes de la BOAC. Vickers, à ce stade absorbé par la British Aircraft Corporation, BAC, nouvellement formée, misa sur le Super VC-10. Compte tenu de l'évolution des conditions du marché, cette variante à plus grande capacité avait considérablement plus de sens économique. 12 VC-10 standards sont entrés en service la première année du programme, suivis par 17 Super VC-10 supplémentaires livrés jusqu'en 1969. Les équipages aimaient sincèrement ces appareils, tirant une réelle fierté d'une technologie et de capacité qui surpassaient la plupart de leurs contemporains. Les passagers appréciaient tout autant l'expérience, bénéficiant d'un confort exceptionnel allié à une vitesse réelle. En fait, la conception de Vickers devint l'avion civil le plus rapide à voler sur les routes transatlantiques, un record qui ne fut battu que plus tard par Concorde. Certains voyageurs auraient même réorganisé leurs itinéraires entiers spécifiquement pour réserver des vols opérés par des appareils VC-10. La BOAC a maintenu ses jets en service actif, mais non sans maux de tête récurrents. Au cours des premières années, il est apparu que la conception comportait une complexité excessive, plusieurs caractéristiques s'avérant essentiellement superflues dans la pratique. Les ingénieurs ont d'abord éliminé les systèmes d'inverseurs de poussée sur les moteurs intérieurs, initialement installés sur les premiers appareils de production. Plus tard, il est apparu que le système d'atterrissage automatique sophistiqué n'était que très peu utilisé en conditions réelles. Les pilotes ne faisaient tout simplement pas entièrement confiance aux pilotes automatiques. L'automatisation dans l'aviation reste un sujet controversé même aujourd'hui. Et dans les années 60, l'idée frôlait l'hérésie parmi de nombreux équipages. Au-delà du scepticisme des pilotes, si le brouillard affectait fréquemment l'Angleterre et l'Europe du Nord,
le système automatique n'offrait que peu d'avantages pratiques sur les routes sud du VC-10 où il n'était tout simplement pas nécessaire. D'anciennes colonies britanniques exploitèrent également un nombre modeste de ces appareils, répartis entre plusieurs transporteurs africains et moyen-orientaux, bien que les flottes soient restées de petite taille partout. Les transporteurs d'Europe de l'Est et de Chine exprimèrent également un intérêt initial, bien qu'ils se soient finalement tournés vers l'Ilyushin Il-62 soviétique. Vickers peinait à maintenir la production d'un avion de ligne qui n'atteignit jamais une réelle échelle commerciale. De nombreuses propositions de modernisation, incluant une variante de transport dédiée et même des concepts à 2 étages, ne dépassèrent jamais le stade de la planification, l'entreprise manquant tout simplement de ressources pour les poursuivre. Pendant ce temps, les concurrents continuaient d'avancer et les constructeurs britanniques prenaient constamment du retard. Les appareils VC-10 s'avéraient globalement plus difficiles à entretenir. Leur masse structurelle plus élevée entraînait une surconsommation de carburant malgré une capacité passagers inférieure. Et à ce stade du développement de l'aviation, les niveaux de bruit étaient devenus réellement problématiques également. La flexibilité opérationnelle pour les aérodromes difficiles, quant à elle, n'était plus particulièrement en forte demande. Des appareils plus petits et plus simples, remplissant de plus en plus ce créneau à la place. Les applications militaires s'avérèrent considérablement plus fructueuses pour la plateforme VC-10. Les appareils en service au sein de la Royal Air Force représentaient des versions modifiées dotées de moteurs renforcés, d'une capacité de carburant supplémentaire et d'une capacité de ravitaillement en vol complète. Les livraisons commencèrent en 1965 et se poursuivirent en service actif pendant des années par la suite. Plus tard, à la fin des années 70, British Aerospace prit en charge d'autres modifications, développant des variantes de ravitailleurs aériens dédiés à partir de la cellule existante. Entre 1962 et 1970, Vickers construisit 54 appareils VC-10, toutes variantes majeures confondues. Sans doute l'avion de ligne le plus avancé techniquement jamais entièrement construit en Grande-Bretagne, ce programme fut finalement victime d'erreurs de calcul conceptuels, de frictions politiques et d'une concurrence féroce sur le marché. Malgré cet échec commercial, l'appareil prouva néanmoins sa fiabilité fondamentale à maintes reprises. Certains accidents impliquant des VC-10 provenaient d'erreurs humaines plutôt que de défauts de conception, et compte tenu des régions souvent turbulentes où ces appareils opéraient, la plupart des pertes remontaient en fait à des conflits militaires, au terrorisme ou à des incidents de détournement plutôt qu'à une défaillance mécanique. British Airways, successeur de la BOAC, commença à retirer les VC-10 du service civil en 1974. Certains appareils furent loués à d'autres transporteurs, tandis que d'autres furent convertis et transférés au service de la Royal Air Force. Techniquement, les VC-10 continuèrent de voler commercialement avec une poignée d'autres opérateurs pendant un certain temps, bien qu'au début des années 80, même ces opérations civiles restantes diminuaient. Au début des années 90, les cellules survivantes étaient dispersées entre le service militaire, les collections de musées ou les cimetières d'avions. Dans le service militaire spécifiquement, le VC-10 a continué de servir au sein de la Royal Air Force bien au-delà du XXIe siècle, participant à de nombreuses opérations en cours de route. Ce service ne pouvait toutefois pas durer éternellement. Finalement, des programmes de modernisation de la flotte ont remplacé à la fois le VC-10 et le Lockheed TriStar par de nouveaux ravitailleurs Airbus A330M RTT et les opérations de ravitaillement en vol utilisant le VC-10 se sont entièrement achevées en 2013. Rétrospectivement, le Vickers VC-10 se présente comme une étude de cas fascinante d'une conception aéronautique poussée, peut-être trop loin techniquement. D'une certaine manière, cet avion de ligne représente une véritable merveille d'ingénierie, regorgeant de solutions qui avaient des années d'avance sur leur temps. D'une autre manière, être en avance sur son temps est souvent une façon polie de dire que la conception a simplement dépassé ses limites. Beaucoup de ces solutions d'ingénierie se sont avérées trop élaborées pour une industrie qui n'était pas tout à fait prête à les soutenir. Et compte tenu de la manière dont l'aviation a évolué par la suite, le VC-10
n'est jamais vraiment devenu le triomphe que ses créateurs avaient imaginé. Même ainsi, il reste, sans conteste, une légende à part entière.